La poussière étouffait la rue principale d'Oak Haven, bien avant que son ombre ne tombe sur les portes du saloon. Du sang tachait son manteau en peau de dime, le signe d'un hiver brutal passé dans les hauteurs des Piquet-Mers. Le silence a englouti toutes les conversations quand Jedediah Rollins est entré. Les regards se sont détournés de sa mâchoire balafrée et de son regard froid, gris ardoise. Il a claqué une lourde bourse en cuir sur le bois fissuré et des pièces d'or s'en sont échappées. Il me faut une épouse pour demain, a-t-il annoncé, sa voix rauque comme deux pierres qu'on frotte l'une contre l'autre. Des murmures ont éclaté, mais une femme est sortie de l'ombre. Clara s'est penchée près de lui. Ses lèvres ont effleuré la laine rêche, tandis qu'elle posait une unique et glaçante question. En 1884, le printemps n'avait pas encore touché le territoire du Montana. La ville d'Oak Haven était embourbée dans un purgatoire misérable, fait de boue gelée et de vents mordants. Niché au pied des montagnes escarpées de Bitterroot, Oak Haven était un lieu où les hommes désespérés venaient se cacher et où les hommes avides venaient pour régner. Jedediah Rollins n'appartenait à aucune de ces catégories. C'était une créature des hautes altitudes, un homme des montagnes qui commerçait avec des peaux, du bois et cette sorte d'isolement qui rendait fous les hommes plus faibles. Pourtant, en ce lugubre mardi après-midi, l'homme des montagnes était descendu dans la vallée. Il n'était pas poussé par le changement des saisons, mais par la menace froide et calculée du papier et de l'encre. Jedediah se tenait juste derrière les portes battantes de l'éperon rouillé. Il laissait ses yeux s'habituer à l'intérieur sombre et enfumé. C'était une silhouette imposante, aux larges épaules, enveloppée dans un épais manteau de peau de loup et d'ours. Une longue cicatrice en zigzag courait de sa pommette gauche jusqu'à sa mâchoire. C'était le souvenir d'un grizzly qui lui avait disputé une grotte 3 ans auparavant. Ses cheveux étaient sombres et hirsutes, effleurant son col. Sa barbe était épaisse, cachant le pli dur de sa bouche. Une lourde Winchester reposait nonchalamment dans le creux de son bras. Un couteau Bowie aux manches en corne de sœur était dans son fourreau, à sa ceinture. Le saloon, qui était auparavant un tumulte de rires ivres, de verres qui s'entrechoquent et d'un piano discordant, est devenu complètement silencieux. Arthur Pennyworth, un barman chauve à la sueur perpétuellement nerveuse, s'est figé. Son chiffon était à mi-chemin dans un verre de whisky. Les parties de cartes se sont arrêtées en pleine distribution. Même les dames de petite vertu, habituellement empressées d'accueillir un homme à la bourse bien remplie, se sont recroquevillées contre le papier peint rouge floqué. Ils connaissaient tous Jedediah Rollins. Ils connaissaient les histoires. Comment il avait survécu à une avalanche en creusant avec ses mains nues. Et comment il avait traqué une bande de voleurs de bétail sur 50 miles de toundra gelée pour récupérer une seule mule volée. Jedediah a ignoré les regards terrifiés. Ses bottes, lourdes et couvertes de neige des montagnes, martelaient le plancher tandis qu'il se dirigeait vers le bord. Il n'a pas demandé à boire. Au lieu de cela, il a plongé la main dans son manteau et en a retiré une lourde bourse en toile cirée. Il l'a abattue sur la surface en acajou avec une force qui a fait trembler les bouteilles sur les étagères derrière Arthur. La bourse s'est ouverte, révélant une cascade scintillante de pièces d'or Double Eagle fraîchement frappées et de pépites d'or brut. « Il me faut une épouse pour demain », a annoncé Jedediah. Sa voix était un grondement sourd, dépourvu de toute chaleur ou amabilité. C'était un énoncé de fait, une exigence mise à nu devant les habitants d'Oak Haven. Le silence s'est étiré, tendu et fragile. Les hommes ont échangé des regards perplexes. Pourquoi un homme qui fuyait activement le contact humain exigerait-il soudainement une épouse avec une telle urgence violente? La réponse se trouvait pliée dans la poche de poitrine de la chemise de Jedediah. C'était une convocation légale signée par le juge Horace Langdon. Langdon était un homme dont les poches étaient grassement garnies par le conglomérat ferroviaire du Pacific Northwestern. La compagnie de chemin de fer voulait une voie traversant directement les pins murmurants. C'était la vallée luxuriante et en haute altitude que Jedediah avait revendiquée et légalement enregistrée 10 ans plus tôt. Incapable de le racheter et peu disposé à l'affronter dans le duel, Langdon avait trouvé une faille dans les chartes de concession de terres territoriales. La charte stipulait que pour qu'une parcelle de plus de 200 acres reste la propriété d'une seule personne sans développement agricole, le propriétaire devait être le chef d'un foyer établi. Langdon avait émis un décret.
Jedediah avait 30 jours pour présenter une épouse légale au greffier du comté. Sinon, sa concession serait dissoute, saisie par le territoire, puis vendue à la compagnie de chemin de fer. Demain à midi était la date limite. Eh bien, a aboyé Jedediah, ses yeux gris ardoise balayant la pièce. J'offre 1000 $ en or à la femme qui se tiendra devant un prêtre avec moi ce soir. Vous vivrez dans ma cabane. Vous serez nourris, logés et protégés. On n'attendra pas de vous que vous agissiez comme une servante de la frontière, mais vous porterez mon nom. Un faible murmure a parcouru la foule. 1000 $, c'était une fortune. C'était assez pour acheter une ferme prospère dans l'Est ou un billet sur un navire pour n'importe où dans le monde. Pourtant, la perspective de vivre dans un isolement total avec un homme qui semblait avoir lutté contre des démons et gagné maintenait les femmes clouées sur place. Elles regardaient sa taille imposante, la sauvagerie dans ses yeux et le sang d'un élan fraîchement dépecé qui tachait encore le bas de son manteau. Et leur courage les a abandonnés. Du coin de la pièce, un homme a ricané. C'était l'adjoint du shérif, Clinton, un homme méprisant et brutal qui agissait comme l'exécuteur personnel du juge Langdon. « Regarde autour de toi, Rollins », a traîné Clinton, posant sa main sur le revolver à crosse de nacre à sa hanche. Aucune femme civilisée ne va se traîner en haut d'une montagne pour vivre dans une grotte avec un sauvage. On dirait que la compagnie de chemin de fer va finalement obtenir cette vallée. Tu ferais mieux de commencer à faire tes bagages. Jedediah a tourné lentement la tête, plongeant son regard dans celui de l'adjoint. La température dans la pièce a semblé chuter. « Je ne te parle pas, Clinton. Garde tes dents en place avant que je ne décide de te les enlever. » Clinton s'est hérissé, son visage devenant cramoisi, mais il n'a pas dégainé son arme. Personne ne dégainait une arme sur Jedediah Rollins, à moins d'être totalement prêt à mourir. « J'ai dit, » a répété Jedediah, sa voix résonnant sur le plafond de tôle, « il me faut une épouse. » Les lourdes portes en chêne du saloon ont gémi alors qu'une silhouette les poussait, laissant entrer une rafale de vent glacial. Ce n'était pas une des filles du saloon, ni une fille de fermier désespéré. C'était Clara Higgins. Clara avait 26 ans, bien que les dures réalités de la vie à la frontière aient vieilli son regard au-delà de son âge. Elle portait une robe de laine délavée et usée, qui avait été bleu marine, mais qui avait maintenant la couleur d'un ciel meurtri. Ses mains étaient à vif et rouges à cause du savon à la soude. C'était le témoignage de ses journées passées à récurer les planchers du magasin général d'Oakhaven et à faire la lessive pour l'élite de la ville. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon sévère et pratique. Mais quelques mèches rebelles s'échappaient pour encadrer un visage qui possédait une sorte de beauté vive et inflexible. La ville connaissait bien la tragédie de Clara. 2 ans plus tôt, son mari, un doux instituteur nommé Peter Higgins, avait été retrouvé abattu dans une ruelle derrière la banque. Les autorités locales, en particulier le shérif Wyatt Aiken, avaient conclu à un vol qui avait mal tourné. Un acte de violence aléatoire commis par un vagabond de passage. Mais Clara savait la vérité. Elle savait que Peter avait découvert des anomalies dans les registres de la ville. De l'argent des impôts municipaux s'était détourné directement vers le juge Langdon et le shérif Aiken. Depuis le meurtre de Peter, Clara avait été systématiquement acculée à la misère. La banque a saisi sa petite maison. Les commerces subissaient des pressions pour ne l'embaucher que pour des travaux subalternes, et elle était noyée sous des dettes fabriquées, conçues pour la forcer à la servitude ou la chasser de la ville. Clara a dépassé les clients bouche bée, sa posture parfaitement droite. Elle ignorait les murmures condescendants des hommes et les regards apitoyés des femmes. Elle s'est arrêtée à 2 pieds de Jedediah. Il la dominait de toute sa hauteur, projetant une ombre longue et intimidante. Mais Clara n'a pas bronché. Elle a regardé droit dans ses yeux gris d'orage, cherchant quelque chose. Une étincelle d'honneur, peut-être, ou simplement la capacité à la violence. « 1000 $, a dit Clara, sa voix calme mais possédant un tranchant d'acier qui a percé le silence persistant de la pièce. « Et je porte votre nom. Ce sont les conditions. » Jedediah a baissé les yeux sur la petite femme. Il a remarqué les poignets effilochés de sa robe, l'épuisement qui marquait la peau sous ses yeux. Mais surtout, il a noté l'absence totale de peur. « Ce sont les conditions, a-t-il confirmé. Nous nous marions ce soir. Nous partons pour la montagne avant l'aube. Vous ne reviendrez pas dans cette ville. » Clara a fait un pas délibéré de plus,
L'odeur d'aiguille et de pain, de fumée de bois et de neige fraîche et froide s'accrochait à lui. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, se penchant si près que sa joue a presque frôlé la laine rêche de son col et l'épaisse fourrure de son manteau en peau d'ours. Le saloon a retenu son souffle, regardant cette femme délicate et brisée se presser contre l'homme des montagnes. Elle a murmuré, sa voix si basse que seul Jedediah pouvait l'entendre. Si je vous donne ma vie, mon nom et mon avenir, tuerez-vous un homme pour moi? Jedediah n'a pas oscillé. Son expression est restée taillée dans le granit. Il n'a pas demandé qui et il n'a pas demandé pourquoi. Il a reconnu ce regard dans ses yeux. Il l'avait vu dans les yeux de loup acculé et de panthère blessée. C'était l'essence distillée et absolue d'une âme qui n'avait plus rien à perdre et seulement la vengeance à gagner. Oui, a chuchoté Jedediah en retour, le mot grondant au plus profond de sa poitrine. Clara a reculé, son visage un masque indéchiffrable. Alors j'accepte votre proposition, Monsieur Rollins. Le saloon a explosé. Les hommes ont crié. Arthur a laissé tomber son verre et l'adjoint Clinton s'est frayé un chemin. Écoutez-moi bien, Clara, a aboyé Clinton. Vous devez 300 $ à la banque. Vous ne pouvez pas simplement vous enfuir dans les collines avec ce sauvage. Jedediah a bougé avec une vitesse soudaine et terrifiante. Il a balayé le comptoir de sa main, ramassant une poignée de pièces d'or, et les a jetées violemment sur la poitrine de Clinton. Les lourdes pièces ont frappé durement l'adjoint, tombant bruyamment sur le plancher. Voilà vos 300 $ et un supplément pour votre silence. Ces dettes sont payées. Si la banque a un problème, dites-leur de venir en haut de la montagne et de me les réclamer. Il n'a pas attendu la réponse de Clinton. Jedediah a tendu la main, sa main massive et calleuse saisissant doucement mais fermement le coude de Clara. « Où est le prêtre? » lui a-t-il demandé. « Le Reverend Finch vit derrière l'église méthodiste sur Elm Street, » a répondu Clara, la voix stable. « Montrez-moi. » Plus tard, Jedediah martelait de son poing lourd la porte peinte en blanc du presbytère. Le Reverend Josiah Finch, un homme frêle aux cheveux blancs et fins, avec des lunettes perchées précairement sur son nez, a ouvert la porte. Il tenait une lampe à pétrole et portait une chemise de nuit. Il a pâli considérablement en voyant la silhouette imposante de l'homme des montagnes sur son poche. « Monsieur Rollins », a balbutié Finch, resserrant sa robe de chambre autour de lui. « Il est presque 10 heures du soir. Qu'est-ce qui vous amène? » Son regard s'est déplacé vers la femme à côté de lui. « Clara? Madame Higgins, que signifie tout cela? »« J'ai besoin de vos services, Reverend, » a dit Jedediah, entrant dans le petit couloir et forçant Finch à reculer. « Nous devons nous marier ce soir. » La femme de Finch, une femme au visage sévère nommée Martha, est apparue en haut des escaliers, serrant un châle. « Josiah, qui est-ce? » a-t-elle haleté en voyant la compagnie. « Clara Higgins, avez-vous perdu la tête? Vous ne pouvez pas épouser ce païen. » Clara a levé les yeux vers la femme plus âgée, son regard froid. « J'ai toute ma tête, Madame Finch. Je conclus un arrangement pratique. » « C'est très irrégulier, » a protesté le révérend Finch, posant la lampe sur une table d'appoint avec des mains tremblantes. « Le mariage est un lien sacré devant Dieu, pas une transaction de minuit. Je dois publier les bains. J'ai besoin de temps. » Jedediah a mis la main dans sa poche et en a sorti une autre pépite d'or de la taille d'une noix qu'il a posée à côté de la lampe. « Je ne suis pas un homme patient, révérend. J'ai un document légal qui dit que j'ai besoin d'une épouse pour demain midi. J'aurai un certificat de mariage signé par vous ce soir, ou je trouverai un magistrat dans le comté voisin qui aime l'or plus que vous. » Finch a regardé l'or, puis sa femme, et enfin Clara. « Faites-vous cela de votre plein gré, mon enfant. Il ne vous a pas forcé? »« C'est mon choix, révérend, » a dit fermement Clara. Vaincu et peut-être un peu effrayé par ce que l'homme des montagnes pourrait faire en cas de refus, le révérend Finch les a fait entrer dans son petit salon. Il a enfilé à la hâte son col clérical par-dessus sa chemise de nuit. Il n'y avait pas de musique, pas de fleurs et aucune joie dans la pièce. Les seuls témoins étaient une Martha Finch désapprobatrice et les ombres vacillantes projetées par la lampe à Will. Finch a expédié la cérémonie, sa voix tremblant tandis qu'il lisait les vœux traditionnels. Quand est venu le moment d'échanger les alliances, il y a eu une pause gênante. Jedediah a mis la main dans la poche de son gilet et en a sorti un simple anneau lisse, sculpté dans un os pâle.
Il appartenait à ma mère, a dit doucement Jedediah en le tendant à Clara. Clara a hésité une fraction de seconde avant de tendre sa main gauche. L'anneau en os a glissé sur son doigt, un poids froid et lourd remplaçant l'alliance en or qu'elle avait mise en gage 1 an plus tôt pour acheter de la farine. Je vous déclare maintenant mari et femme, et conclut Finch à la hâte, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Jedediah n'a pas embrassé sa nouvelle épouse. Il s'est immédiatement tourné vers le petit bureau dans le coin. Le certificat, Reverend, signez-le. Avec une plume qui grattait et une main tremblante, Josiah Finch a signé le document, faisant de Clara Higgins, Clara Rollins. Jedediah a arraché le papier avant que l'encre ne soit complètement sèche. Il l'a plié soigneusement et l'a glissé dans la poche de sa chemise, juste à côté de l'ultimatum du juge Langdon. « Allez faire vos bagages », a dit Jedediah à Clara alors qu'il sortait dans la nuit glaciale. « Nous partons de l'écurie à 4 heures du matin. » Oak Haven était complètement plongé dans le noir quand ils sont partis. Le seul son était le craquement des sabots sur la boue gelée. Jedediah montait un énorme cheval de trait noir croisé nommé Thunder. Clara était assise maladroitement sur une jument grise placide. Derrière eux suivaient 2 mules de bas chargées des provisions que Jedediah avait achetées avec le reste de son or, farine, sel, munitions et lourdes couvertures de laine. Clara avait apporté très peu de choses. Une petite valise en toile attachée à l'arrière de sa selle contenait 2 robes de rechange, un peigne, quelques sous-vêtements et un petit journal relié en cuir qui avait appartenu à Peter. Elle n'a rien laissé d'autre derrière elle dans la ville qui avait systématiquement essayé de la détruire. Les premières heures se sont déroulées dans un silence absolu. Le sentier menait vers le nord, loin du fond de la vallée, et vers les dents acérées et imposantes des montagnes Bitterroot. Alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon est, peignant le ciel de teintes violentes de violet meurtri et d'orange sanglant, le terrain a changé. Les routes boueuses ont cédé la place à des pentes rocheuses et abruptes, bordées de pins ponderosa anciens et imposants. La température a chuté de façon spectaculaire. Clara, bien que portant son châle le plus épais et son unique manteau, a commencé à trembler violemment. Ses fines bottes en cuir, conçues pour les trottoirs en bois, n'offraient aucune protection contre le froid insidieux. Elle s'est agrippée fermement au pommeau de sa selle, déterminée à ne pas se plaindre. Elle avait conclu un marché, et elle ne montrerait aucune faiblesse à l'homme qui était maintenant son mari et son arme. Jedediah, qui chevauchait en tête, a arrêté Thunder et s'est retourné. Il a observé Clara un long moment, ses yeux d'ardoise évaluant sa posture rigide et ses lèvres pâles. Sans un mot, il est descendu de cheval. Il s'est approché d'une des mules de bas, a détaché une énorme et lourde couverture tissée en poils de bison épais et s'est dirigé vers Clara. « Levez les bras », a-t-il ordonné. Clara a obéi, trop frigorifiée pour discuter. Jedediah a drapé la lourde fourrure sur ses épaules. Il l'a enroulée autour de sa taille et a glissé les extrémités sous ses jambes pour l'isoler du cuir glacial de la selle. Ses mains étaient grandes et rudes, mais étonnamment précautionneuses. « L'air se raréfie à partir d'ici », a dit Jedediah, sa voix un grondement sourd couvrant le sifflement du vent dans les pins. « Ça va jouer des tours à vos poumons. Respirez par le nez. Si vous avez le vertige, dites-le-moi. Tomber de cheval sur cette crête signifie une chute de 300 pieds dans un canyon. »« Ça ira, » a dit Clara, ses dents claquant légèrement. « Je suis plus forte que je n'en ai l'air, Monsieur Rollins. »« Jedediah, » l'a-t-il corrigé en remontant sur son cheval. « Si nous sommes mariés, vous m'appellerez par mon nom. »« Jedediah, » a-t-elle répété. Le nom semblait étrange sur sa langue, lourd et archaïque. Ils ont grimpé plus haut. Les arbres se sont faits plus rares, remplacés par des parois de granit abruptes et des plaques de neige sales et tenaces qui avaient survécu au maigre printemps. Le sentier s'est rétréci jusqu'à être à peine assez large pour que les chevaux avancent en file indienne. Clara gardait les yeux fixés sur le large dos de Jedediah, refusant de regarder en bas, dans l'abîme vertigineux à sa droite. Vers midi, ils se sont arrêtés pour laisser reposer les chevaux près d'un ruisseau de montagne à moitié gelé. Jedediah a brisé la glace avec le talon de sa botte et a laissé les animaux boire. Puis il a offert à Clara une gourde et de la viande de cerf séchée. Ça avait un goût de fumée et de sel, et elle s'est forcée à l'avaler, sachant qu'elle avait besoin de force. « Vous n'avez pas demandé, » a dit soudainement Jedediah, appuyé contre un rocher en la regardant mâcher.
Demandez quoi? Qui est-ce que vous voulez que je tue? A-t-il répondu, son ton aussi désinvolte que s'il demandait la météo. Clara a arrêté de mâcher. Elle a regardé le paysage hostile qui les entourait, se sentant complètement déconnectée du monde qu'elle avait connu 24 heures plus tôt. Le shérif Wyatt Eakin. Eakin, a-t-elle dit, sa voix tombant à un murmure, comme si le vent de la montagne pouvait rapporter sa trahison en ville, et le maire Harrison Caldwell. Ils ont ordonné le meurtre de mon mari. Les yeux de Jedediah se sont légèrement plissés, un changement subtil dans son expression autrement stoïque. Il n'a pas haleté. Il n'a pas semblé choqué. Au lieu de cela, un rire bas et sombre a grondé dans sa poitrine. Un son qui a déstabilisé Clara plus que la colère ne l'aurait fait. Aiken et Caldwell, a répété Jedediah, crachant dans la neige. Vous visez haut pour une femme de ménage, Clara. Ils ont tué Peter parce qu'il a trouvé la preuve qu'il volait les fonds du cachet, a dit Clara, sa voix s'élevant avec une passion soudaine et féroce. Il allait apporter les registres au gouverneur territorial. Ils lui ont tiré dans le dos et l'ont laissé dans une ruelle comme un chien errant. Et puis ils m'ont souri au visage à son enterrement. Je les veux morts, Jedediah. Vous m'avez donné votre parole. En effet, a consenti Jedediah d'un ton calme. Il s'est levé, la dominant. Et il semble que le destin ait un sens de l'humour tordu. Car l'homme qui a ordonné au juge Langdon de saisir ma terre, l'homme qui va gagner une fortune grâce au chemin de fer traversant ma vallée est le maire Harrison Caldwell. Clara l'a dévisagé, abasourdi par la révélation. Ils essaient de voler votre terre? Ils essaient de voler ma maison, a corrigé Jedediah, ses yeux brillants d'une lueur dangereuse et prédatrice. Ils pensent justement que, parce que je vis dans les nuages, je suis une bête stupide qu'ils peuvent manipuler avec de jolis papiers. Ils m'ont forcé à trouver une épouse. Ils vous ont mise sur mon chemin. Il semble que Caldwell et Eakin aient creusé leur propre tombe. Il s'est retourné vers les chevaux. Nous avons encore 3 heures de route, en selle. La dernière étape du voyage a été éprouvante. Une tempête de neige printanière a déferlé sur les sommets, les fouettant de flocons de glace acérés qui leur piquaient le visage. Clara sentait ses forces l'abandonner, ses doigts engourdis dans ses gants fins, malgré la peau de bisonne. Juste au moment où elle pensait qu'elle pourrait simplement glisser de sa selle et laisser la neige l'emporter, Jedediah les a conduits autour d'un affleurement rocheux massif et le vent est soudainement tombé. Ils étaient entrés dans les pins murmurants. Clara a eu le souffle coupé. C'était une vallée cachée, en forme de cuvette, abritée de tous côtés par des sommets imposants. Un lac immaculé se trouvait au centre, sa surface un miroir de verre sombre, reflétant le ciel orageux. Mais ce n'est pas la beauté naturelle qui a choqué Clara. C'était la structure située près de la lisière des arbres. Elle s'était attendue à une cabane en rondins rudimentaire, une hutte de trappeur avec un sol en terre battue et un toit qui fuit. Au lieu de cela, elle regardait un complexe formidable. La cabane principale était massive, construite avec d'épais rondins de cèdre taillés à la main et parfaitement assemblés. Elle avait un large porche couvert, de lourdes volets en bois sur des fenêtres en verre et une cheminée en pierre qui fumait joyeusement. À côté de la cabane se trouvait une grange solide, un corral bien construit et un fumoir. Ce n'était pas la demeure d'un sauvage, c'était la forteresse d'un homme qui savait construire, survivre et se défendre. Jedediah est descendu de cheval et s'est approché de la monture de Clara, tendant les bras pour la faire descendre. Ses jambes ont flanché au moment où ses bottes ont touché le sol, mais il l'a rattrapée facilement, ses bras puissants soutenant son poids. « Bienvenue chez vous, Madame Rollins », a-t-il murmuré. Il l'a pratiquement portée sur le porche et a ouvert d'un coup de pied la lourde porte en chêne. À l'intérieur, la cabane était une révélation. Elle était chaude, impeccablement propre et étonnamment confortable. Une immense peau d'ours dominait le sol devant un âtre rugissant. Des étagères bordaient un mur, rempli de volumes reliés en cuir. Une lourde table à manger en chêne se trouvait au centre de la pièce, et l'odeur d'herbe séchée et de fumée de bois emplissait l'air. Il l'a déposée doucement dans un rocking chair près du feu. « Restez ici, réchauffez-vous. Je vais m'occuper des animaux. » Clara l'a regardé partir, l'esprit confus. Qui était cet homme? Il lisait des livres, construisait des forteresses et possédait des manières qui, bien que rudes, étaient indéniables.
Quand Jedediah est revenu une demi-heure plus tard, la neige poudrant ses épaules, il a verrouillé la lourde porte derrière lui, faisant glisser une épaisse barre de fer en place. Il s'est dirigé vers le coin de la pièce, s'est agenouillé à côté d'un lourd coffre cerclé de fer et a sorti une clé d'une chaîne autour de son cou. « Vous m'avez dit votre secret sur le sentier, Clara, » a dit Jedediah, le dos tourné alors que la serrure s'ouvrait. « Vous m'avez dit qui vous voulez suer. Maintenant, il est temps que vous sachiez exactement qui vous avez épousé pour faire le travail. » Il a ouvert le couvercle du coffre et en a sorti un objet soigneusement enveloppé dans de la toile cirée. Il s'est retourné et s'est approché de la lumière du feu, déroulant la toile couche par couche. Clara a eu le souffle coupé, ses yeux s'écarquillant de stupeur. Dans les mains de Jedediah reposait un insigne en argent étincelant, méticuleusement entretenu. Mais ce n'était pas une étoile d'adjoint local, c'était le lourd et imposant écusson d'un marshal fédéral des États-Unis. « Mon nom est Jedediah Rollins », a-t-il dit doucement en regardant l'insigne. « Et jusqu'à il y a 5 ans, j'étais l'homme de loi le plus redoutable des territoires du Dakota. Je suis venu sur cette montagne pour oublier comment tuer. Le maire Caldwell vient de me forcer à me souvenir. » La révélation est restée suspendue dans l'air silencieux de la cabane, plus lourde que les épais rondins de cèdre qui formaient les murs. Clara fixait l'étoile d'argent reposant dans la main massive et balafrée de Jedediah. C'était un insigne de marshal fédéral des États-Unis. Ses barres étaient usées par des années de chevauchée difficiles et de justice encore plus dure. « Vous étiez un homme de loi », a soufflé Clara, les pièces du puzzle s'emboîtant violemment. Sa conscience tactique, son armement lourd, la façon dont il se comportait non pas comme une bête sauvage, mais comme un prédateur agissant selon un code interne strict. « Je l'étais », a répondu Jedediah, enroulant à nouveau la toile sur l'insigne et le verrouillant dans le coffre cerclé de fer. Il se leva, son large dos tourné vers l'âtre, projetant une longue ombre à travers la pièce. « J'ai servi sous le juge Isaac Parker à Fort Smith avant d'être transféré dans les territoires du Dakota. J'ai passé 10 ans à traquer des hommes qui pensaient que la frontière était une couverture pour leurs péchés. Des voleurs de bétail, des meurtriers, des hommes qui brûlaient des fermes pour quelques acres d'herbe. » Il se dirigea vers le lavabo de la cuisine, pompant de l'eau glacée sur ses mains. « Il y a 5 ans, j'ai traqué une bande de pilleurs de diligence dans un canyon sans issue. C'était un piège. Le shérif local prenait une part de leur butin. Quand je les ai coincés, la bande du shérif est arrivée derrière moi. Ils ne sont pas venus pour aider, ils sont venus pour m'enterrer. J'ai pris 3 balles ce jour-là, Clara. J'ai tué 7 hommes pour sortir de ce canyon. » Clara le regarda se sécher les mains, remarquant pour la première fois la légère raideur de son épaule gauche, un fantôme persistant de cette trahison. Quand la fumée s'est dissipée, a poursuivi Jedediah, sa voix dépourvue d'apitoiement, j'ai réalisé que la loi n'était qu'une autre arme que les hommes riches utilisaient pour maintenir les pauvres dans la misère. J'ai démissionné de ma commission. J'ai chevauché vers l'ouest, grimpé aussi haut que je le pouvais, jusqu'à ce que l'air soit trop rare pour que les politiciens corrompus puissent respirer, et j'ai revendiqué cette terre. J'ai juré que je ne presserais plus jamais la détente pour la querelle d'un autre homme. Il tourna ses yeux gris ardoise vers elle, l'intensité la clouant au rocking chair. « Mais vous ne me demandez pas de me battre pour la loi, Clara. Vous me demandez de me battre pour la justice. Il y a une profonde différence. » Clara déglutit, la gorge sèche. Le maire Caldwell et le shérif Aiken, ils terrifient toute la ville. Ils ont des hommes à leur solde, des adjoints, des tueurs à gages. Si vous descendez là-bas, ce ne sera pas une arrestation. Ce sera une guerre. « Je sais, » dit doucement Jedediah, « et nous n'allons pas attendre qu'il nous l'apporte. » Le lendemain matin, la réalité de sa nouvelle vie a commencé à prendre forme. Les pins murmurants étaient complètement isolés, recouverts d'une neige blanche immaculée. Pourtant, l'air vibrait d'une énergie silencieuse et mortelle. Jedediah ne la traitait pas comme une délicate poupée de porcelaine à cacher. Il la traitait comme une partenaire dans une entreprise très dangereuse. Après un petit déjeuner de biscuits au levain et d'épaisses tranches de bacon, Jedediah a conduit Clara à la grange. Il ne lui a pas tendu un balai. Il lui a tendu un revolver Colt Single Action Army. Il était lourd, l'acier bleu et froid contre ses paumes. Le maire Caldwell est soutenu par la compagnie de chemin de fer Pacific Northwestern, a expliqué Jedediah,
chargeant le barillet avec des mouvements fluides et exercés avant de le lui rendre. Mais plus important encore, Caldwell est l'oreille du gouverneur territorial John Schuyler Crosby. Crosby est un politicien qui ferme les yeux si le chemin de fer remplit les coffres du territoire. Caldwell utilisera cette couverture politique pour essayer de nous effacer. Il n'attendra pas 30 jours que son ultimatum expire. Il enverra des hommes sur cette montagne pour s'assurer qu'aucun de nous ne retourne au bureau des concessions. Il la guida derrière une barricade de bois de corde empilée. À 50 yards de là, il avait installé plusieurs boîtes de conserve vides sur une crête enneigée. « Position large. Soutenez votre main droite avec votre gauche », a instruit Jedediah, se tenant près derrière elle. Sa voix était un grondement profond juste à côté de son oreille, calme et rassurante. Il tendit la main, ses grandes mains cailleuses ajustant doucement sa prise. Une secousse surprenante de chaleur parcourut les bras de Clara à son contact, un contraste saisissant avec le vent glacial. N'anticipez pas le recul, laissez-le vous surprendre. Concentrez-vous uniquement sur le guidon. Clara prit une inspiration, laissant l'air glacial de la montagne remplir ses poumons. Elle pensa au doux sourire de Peter. Elle pensa au rictus froid et dédaigneux sur le visage du shérif Aiken à l'enterrement. Elle pressa la détente. Le rugissement du Colt fut assourdissant dans la vallée silencieuse. L'arme recula violemment dans ses mains, l'odeur de soufre et de poudre brûlée lui piquant le nez. À 50 yards de là, une boîte de conserve sauta en l'air, tournoyant follement avant de disparaître dans la neige. Jedediah n'a pas offert de louanges extravagantes. Il a simplement hoché la tête, une lueur de respect sincère dans ses yeux. Encore. Ils passèrent 3 jours à se préparer. Clara apprit à nettoyer et à huiler les carabines Winchester, à empiler les munitions et à panser les blessures que Jedediah l'avait prévenu d'être inévitables. Le soir, assis près du feu, la dureté de leur mission s'adoucissait en autre chose. Ils parlaient, non pas de meurtre ou de vengeance, mais des vies qu'ils avaient perdues. Clara parla de son enfance dans l'Ohio, de la fièvre qui avait emporté ses parents, et de l'espoir silencieux et désespéré qu'elle et Peter avaient apporté au Montana. Jedediah écoutait vraiment, sa silhouette imposante détendue à la lueur du feu. En retour, il lui apprit à lire la montagne, à prédire un blizzard à l'odeur du vent, et à identifier les traces d'un puma par rapport à celles d'un lynx. C'était une intimité étrange et rude. Il n'y avait pas de déclaration d'amour, pas de romance grandiose, mais quand Clara s'endormait dans le lourd lit en bois, enveloppée dans des peaux de bison, elle ressentait un profond sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas connu depuis 2 ans. Jedediah dormait sur un sac de couchage près de la porte, un gardien silencieux et immuable entre elle et le monde qui avait essayé de la briser. Le 4e matin, la montagne a parlé. L'avertissement n'est pas venu d'un cri, mais du cri soudain et aigu d'un jay de Stellar résonnant dans le canyon, suivi du hennissement agité de Thunder dans le corral. Jedediah fut instantanément réveillé, sa main s'enroulant autour de la crosse de sa Winchester avant que ses yeux ne soient complètement ouverts. Il se déplaça avec une vitesse terrifiante et silencieuse, traversant le sol de la cabane et regardant à travers une fente étroite dans les lourds volets en bois. « Levez-vous, Clara », ordonna-t-il, sa voix à peine un murmure, mais elle traversa la pièce comme un ordre physique. « Mettez vos bottes, restez en dessous de la ligne des fenêtres. » Clara se leva précipitamment du lit, son cœur martelant contre ses côtes. Elle ne posa pas de questions. Elle enfila ses bottes, attrapa le Colt sur la table de chevet et s'accroupit à côté de l'âtre en pierre. « Qu'est-ce que c'est » souffla-t-elle. « Des visiteurs » répondit sombrement Jedediah. « 4 d'entre eux montant par la crête est. Ce ne sont pas des adjoints locaux. Ils se déplacent trop bien. Des Pinkerton ou des tueurs à gages des camps de chemin de fer. » Il lui lança un lourd manteau de laine. « Caldwell a dû réaliser que vous avez vraiment conclu le mariage. Il sait que la concession de terre est légalement sûre tant que nous respirons tous les deux. Alors il a envoyé des hommes pour s'assurer que nous n'y arrivions pas. » Jedediah vérifia le mécanisme de sa carabine. « Je sors par l'air, par l'arrière, par le fumoir, et je contourne la lisière des arbres. Je les prendrai dans un feu croisé. Vous restez ici. Si quelqu'un force cette porte, vous videz ce barillet dans sa poitrine. Compris? » Clara regarda la lourde porte en chêne, puis le pistolet dans ses mains tremblantes.
La pratique théorique était terminée. La mort marchait vers leur porte d'entrée. Elle leva les yeux vers Jedediah, trouvant de la force dans son regard inébranlable. « Je comprends. » Jedediah tendit la main, son pouce effleurant doucement sa mâchoire, un geste fugace et farouchement protecteur. « Je ne les laisserai pas vous toucher, Clara. » Il se glissa par la porte arrière, se fondant dans le paysage enneigé comme un fantôme. Clara resta seule dans le silence étouffant de la cabane. Les minutes s'étirèrent en éternité. Elle pouvait entendre le vent hurler autour des avant-toits, masquant le son des pas qui approchaient. Elle serra le Colt si fort que ses jointures lui faisaient mal, gardant les yeux rivés sur le lourd loquet en fer de la porte d'entrée. Soudain, un coup de feu brisa le silence matinal. C'était un craquement lourd et retentissant, la Winchester de Jedediah. Le chaos éclata à l'extérieur. Des hommes se mirent à crier, leurs voix empreintes de panique. Une salve rapide de tirs de riposte cribla les épais rondins de cèdre de la cabane, faisant pleuvoir des éclats sur le plancher. Clara se plaqua contre l'âtre en pierre, se couvrant les oreilles. « Il est dans les arbres !» hurla une voix rauque depuis la cour avant. « Contourne-le, Pike! Contourne-le !» Clara entendit des bottes lourdes craquer rapidement dans la neige, se déplaçant le long du côté de la cabane, se dirigeant vers l'arrière où Jedediah était sorti. S'il le contournait, il serait pris à découvert. Sans réfléchir, poussée par un instinct de protection désespéré qu'elle ne se connaissait pas, Clara rampa jusqu'à la fenêtre latérale. Elle poussa lentement le lourd volet en bois d'un pouce. Un homme en long manteau, tenant une carabine à répétition, se faufilait le long du mur de la cabane, le dos à la fenêtre, ses yeux scrutant la lisière des arbres à la recherche de Jedediah. Clara leva le Colt. Ses mains tremblaient violemment. Elle se souvint de la voix de Jedediah à son oreille. « Position large. Soutenez votre main. N'anticipez pas. » Elle posa le lourd canon sur le rebord de la fenêtre, prit une profonde inspiration et pressa la détente. Le pistolet rugit. L'homme à l'extérieur poussa un cri surpris et humide, sa carabine tombant au sol alors qu'il se tenait la cuisse et s'effondrait dans la neige. Instantanément, les bois devinrent silencieux. Les tueurs à gages restants réalisèrent qu'ils étaient piégés, l'homme des montagnes dans les arbres, et un tireur à l'intérieur de la forteresse. « Jetez vos armes. » La voix de Jedediah résonna depuis les arbres, amplifiée par les parois de la vallée, le faisant sonner comme un dieu de la colère. Le prochain qui lève une carabine perd sa tête. Clara regarda à travers la fente du volet tandis que deux hommes émergeaient lentement des buissons, les mains levées, laissant tomber leurs armes dans la neige. Jedediah sortit de l'ombre des pins, sa Winchester pointée impeccablement sur leur poitrine. Il se dirigea vers eux, repoussant leurs armes jetées d'un coup de pied. Clara déverrouilla la porte et sortit sur le porche, le Colt fumant toujours à la main. Le vent glacial fouettait ses cheveux autour de son visage. Jedediah la regarda, observant la scène, l'homme saignant dans la neige sous sa fenêtre. « Je vous avais dit de rester à l'intérieur, dit-il, bien qu'il n'y ait aucune colère dans sa voix, seulement une admiration profonde et sombre. « Il vous contournait, répondit Clara, sa voix remarquablement stable. Jedediah reporta son attention sur les deux hommes indemnes. C'étaient des brutes endurcis, mais ils semblaient absolument terrifiés par l'homme géant qui se tenait devant eux. « Qui vous a envoyé ?» demanda Jedediah, pressant le canon de sa carabine sous le menton du plus grand. « Caldwell », balbutia l'homme, ses yeux s'agitant frénétiquement. « Le maire Caldwell, il nous a payé 500 $ pour s'assurer qu'aucun de vous n'arrive au bureau du greffier du comté. Il a dit que la compagnie de chemin de fer doublerait la somme si la cabane était réduite en cendres. Et si vous échouiez? » L'homme déglutit difficilement. Il a dit qu'il avait une assurance en ville. Une terreur froide envahit Clara, qui n'avait rien à voir avec la neige. « Quoi? Une assurance? » demanda-t-elle en descendant du poche. L'homme la regarda, puis se tourna vers Jedediah. Il a envoyé l'adjoint Clinton arrêter le prêtre, le Reverend Finch, et sa femme. Il les a enfermés dans la prison de la ville. Caldwell a dit que si vous ne lui remettiez pas l'acte de la vallée avant vendredi midi, il ferait pendre le révérend pour conspiration en vue de falsifier un certificat de mariage frauduleux et pour aide à un fugitif connu. Clara allaita, couvrant sa bouche de sa main. Josiah et Martha Finch. Ils étaient innocents. Ils ne l'avaient aidé que parce que Jedediah les y avait forcés. Et maintenant Caldwell allait les assassiner
pour couvrir ses traces légales. Jedediah abaissa lentement sa carabine. Le gris ardoise de ses yeux s'assombrit jusqu'à ressembler à de la glace noire. Il n'exécuta pas les hommes. Il leur ordonna de ligoter leurs compagnons blessés et de commencer à redescendre la montagne. Dites au maire Caldwell, leur dit Jedediah, sa voix mortellement calme, que sa police d'assurance a été notée. Dites-lui que Jedediah Rollins descend de la montagne pour livrer l'acte en personne. Alors que les hommes terrifiés traînaient leurs camarades ensanglantés sur le sentier, Clara se tourna vers son mari. Ils vont tuer Josiah et Martha. Caldwell possède le juge. Il peut fabriquer un ordre de pendaison en 1 heure. Il ne les pendra pas avant vendredi midi. Il a besoin du levier, dit Jedediah, se retournant vers la cabane. Préparez les sacoches, Clara. Toutes les munitions que nous avons. Nous y retournons. Jedediah s'arrêta et la regarda. L'homme des montagnes avait disparu. Le marshal des États-Unis se tenait à sa place, rayonnant d'une détermination terrifiante et concentrée. Vous m'avez demandé de tuer un homme pour vous, Clara. Je vais faire mieux que ça. Nous allons prendre leur ville, réduire leur corruption en cendres et reprendre ce qui vous appartient. La descente des Pins Murmurants fut une marche glaciale et exténuante dans l'obscurité. Ils ne chevauchaient pas comme un couple de jeunes mariés, mais comme une cavalerie lourdement armée de 2 personnes. Jedediah portait son long manteau en toile par-dessus son épais manteau d'hiver. Son insigne fédéral était maintenant épinglé bien en vue, captant la pâle lumière de la lune qui filtrait à travers les arbres. Clara chevauchait à ses côtés, le revolver Colt dans son étui à la hanche, une carabine à répétition reposant sur le pommeau de sa selle. Sa peur avait été consumée par le vent glacial, remplacée par une colère froide et cristalline. Ils atteignirent les abords de Oak Haven juste après minuit, le jeudi. La ville était étrangement calme, à l'exception de la musique de piano tapageuse s'échappant de l'éperon rouillé et de quelques cris d'ivrogne. Les rues boueuses étaient gelées, traîtresses et défoncées. Jedediah arrêta Thunder derrière l'écurie abandonnée à la lisière de la ville. Il descendit de cheval et aida Clara à descendre, ses mains s'attardant sur sa taille une fraction de seconde de plus que nécessaire. La prison se trouve à l'angle d'Elm et de Main, murmura Jedediah, dessinant une carte approximative dans la terre gelée avec la pointe de sa botte. C'est un bâtiment en briques, avec des fenêtres à barreaux de fer. Caldwell aura des hommes postés à l'extérieur et à l'intérieur. Si nous arrivons simplement, cela deviendra un siège et les Finch recevront une balle perdue. Il nous faut une diversion, déclara Clara, son esprit s'emballant. Elle connaissait le plan de la ville mieux que lui. La compagnie de chemin de fer Pacific Northwestern a un dépôt de ravitaillement à l'est de la ville. Il est rempli de poudre à canon, de kérosène et de bois sec pour le nouveau pont à chevalet. S'il prend feu, chaque adjoint de la ville devra intervenir pour empêcher tout le quartier de s'embraser. Jedediah la regarda. Un sourire lent et dangereux effleura le coin de sa bouche. « Vous voulez brûler le dépôt de la compagnie de chemin de fer, Madame Rollins? »« Je veux sauver mes amis, » répondit Clara, sa voix ferme. « Et je veux voir le maire Caldwell perdre son investissement. »« Prenez la jument grise, » ordonna Jedediah, lui tendant une boîte d'allumettes au soufre de sa sacoche. « Passez par les ruelles, n'engagez personne, allumez le feu, attendez que la cloche sonne, et puis chevauchez directement vers l'arrière de la prison. Je vous y retrouverai. Si je ne suis pas là dans les 10 minutes après la cloche. » Il s'arrêta. Depuis de la possibilité non dite suspendue entre eux. Vous remontez la montagne et ne regardez pas en arrière. Clara attrapa son lourd manteau, le tirant légèrement vers le bas pour pouvoir le regarder droit dans les yeux. Vous m'avez promis un shérif mort et un maire mort, Jedediah Rollins. Vous n'avez pas le droit de mourir avant que vos dettes ne soient payées. Le regard de Jedediah s'adoucit un très bref instant. Oui, madame. Clara se glissa dans l'ombre, menant la jument à travers les ruelles étroites qu'elle avait autrefois récurées et balayées. Le dépôt de chemin de fer était gardé par un seul veilleur grelottant, plus intéressé par sa flasque de whisky bon marché que par son environnement. Clara attacha son cheval à un poteau à un pâté de maison de là, se faufila à l'arrière du quai de chargement et trouva exactement ce qu'elle cherchait. Une pile de sacs en toile de jute imbibée de kérosène qui fuyait. Elle craqua l'allumette. Le soufre s'enflamma d'un bleu vif, puis d'un jaune. Elle la laissa tomber sur la toile de jute. Le feu prit instantanément.
un son affamé et vrombissant qui grimpa rapidement sur les lattes de bois du mur du dépôt. Clara courut. Elle était à mi-chemin de la ruelle lorsque le premier baril de poudre à canon s'enflamma. L'explosion fit trembler les fenêtres d'Oak Haven. Un énorme panache de flammes oranges jaillit dans le ciel nocturne, illuminant la ville d'une aube artificielle. Immédiatement, la cloche de l'église se mit à sonner sauvagement. Des hommes sortirent en trombe du saloon et des pensions de famille, criant de panique. « Au feu! Le dépôt brûle! » À la prison, Jedediah attendait dans l'ombre de la ruelle. Comme Clara l'avait prédit, l'explosion jeta les gardes dans le chaos. 3 adjoints sortirent en trombe de la porte d'entrée, fusils à la main, fixant l'enfer qui menaçait le quartier Est. « Allez-y! » rugit le shérif Wyatt Eakin, sortant de la prison avec son manteau à moitié enfilé. « Si ce feu atteint le stock principal, il rasera la banque. » Les adjoints coururent vers l'incendie, laissant Eakin et un autre homme à la porte. Jedediah n'attendit pas. Il sortit de la ruelle, l'étoile d'argent brillant sur sa poitrine, une Winchester pointée à sa hanche. « Shérif Eakin. » La voix de Jedediah retentit par-dessus le rugissement lointain du feu. Eakin se retourna brusquement, sa main tombant sur son arme de poing, mais il se figea en voyant l'insigne et l'énorme canon du fusil pointé carrément sur sa poitrine. « Rollins, » cracha Eakin, son visage pâle à la lueur du feu. « Vous êtes loin de votre juridiction, Marshal. »« Ma juridiction est partout où des hommes comme vous respirent, » répondit Jedediah, faisant un pas lent et mesuré en avant. « Ouvrez les cellules, laissez partir le révérend et sa femme. » L'adjoint restant paniqua. Il leva son fusil de chasse, mais Jedediah tira de la hanche avant que l'homme ne puisse appuyer sur la détente. La lourde balle brisa l'épaule de l'adjoint, le faisant tournoyer et tomber dans la boue gelée. Eakin dégaina son revolver, mais Jedediah fut plus rapide. Il ne tira pas pour tuer, pas encore. Il tira une balle qui arracha le talon de la botte d'Eakin, envoyant le shérif s'écraser sur le trottoir. Jedediah franchit la distance en 2 enjambées massives, envoyant le pistolet d'Eakin d'un coup d'épée dans la rue et le relevant par le col. À l'intérieur de la prison, le Reverend Finch et Martha étaient blottis dans le coin d'une cellule, terrifiés par les coups de feu. « Les clés. Maintenant !» gronda Jedediah, pressant le canon de son fusil sous la mâchoire d'Eakin. Tremblant, Eakin sortit le trousseau de fer. Jedediah déverrouilla la cellule, ouvrant la porte en grand. « Partez !» dit-il au couple plus âgé. « Clara attend avec des chevaux dans la ruelle arrière. Allez à l'église méthodiste et restez dans la cave. » Martha Finch regarda l'homme imposant, des larmes coulant sur son visage. « Que Dieu vous bénisse, Monsieur Rollins. »« Il ne l'a pas encore fait, madame, » répondit sombrement Jedediah. Alors que les Finch s'enfuyaient, Jedediah reporta son attention sur Eakin. Il traîna le shérif dans la rue. Le feu faisait rage au loin, projetant de longues ombres dansantes sur l'artère boueuse. « Maintenant, » dit Jedediah, sa voix tombant à un murmure mortel, « où est le maire? » Le maire Harrison Caldwell n'était pas à l'incendie. Il se tenait sur le balcon du 2e étage de la banque d'Oak Haven, regardant ses investissements ferroviaires partir en fumée. C'était un homme riche, vêtu d'un costume de laine sur mesure et d'une cravate en soie. Mais à ce moment, son visage était déformé par une rage pure et sans mélange. Il se détourna du balcon, retournant dans son bureau opulent, se versant un grand verre de Bourbon. « Caldwell! » Le maire laissa tomber son verre. Il se brisa sur le tapis persan. Debout dans l'embrasure de la porte de son bureau se tenait Clara Rollins, son Colt pointé directement sur sa poitrine. Derrière elle, bloquant le couloir, se tenait Jedediah, sa main agrippant fermement le col d'un shérif Eakin ensanglanté et terrifié. « Madame Higgins, » souffla Caldwell, essayant de retrouver son sang-froid. Il ricana. « Ou devrais-je dire, Madame Rollins, vous avez fait une terrible erreur en venant ici. » « L'erreur était la vôtre, Harrison, » dit Clara, entrant complètement dans la pièce. Elle ne sia pas. « Vous avez assassiné mon mari pour un registre et vous avez essayé de brûler ma nouvelle maison pour un acte de propriété. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, » se moqua Caldwell, ses yeux se dirigeant vers le lourd bureau en acajou. Clara savait qu'il gardait un Derringer dans le tiroir du haut. Jedediah poussa Eakin en avant. Le shérif trébucha et tomba à genoux au centre de la pièce. « Eakin vient de chanter une chanson très différente, » dit doucement Jedediah. « Il a avoué avoir engagé les hommes qui ont tiré sur Peter Higgins
et il a avoué que vous l'aviez payé avec les fonds municipaux de la ville pour le faire. Il semble que les Marshals des États-Unis à Helena vont être très intéressés par la comptabilité de cette ville. Caldwell pâlit. Il regarda Eakin avec un dégoût absolu. Imbécile sans colonne vertébrale. Ils allaient me tuer, Harrison, cria Eakin. Je le vais toujours, corrigea froidement Jedediah. Caldwell réalisa que son bouclier politique était brisé. Le désespoir prit le dessus. Il se jeta sur le tiroir du bureau, l'ouvrant brusquement et saisissant le Derringer à crosse de nacre à l'intérieur. Il n'eut même pas le temps de le lever. 2 coups de feu retentirent simultanément, assourdissant dans l'espace clos du bureau. La Winchester de Jedediah rugit, une lourde balle déchirant l'épaule droite de Caldwell, le faisant tournoyer violemment contre les étagères. Mais c'est le tir de Clara qui mit fin à tout. Son Colt fumait dans sa main. La balle atteignit Caldwell en plein dans la poitrine. Il haleta, un air de choc profond traversant ses traits aristocratiques, avant de s'effondrer derrière son bureau, mort avant de toucher le sol. Le silence s'abattit sur la pièce, rompu seulement par le crépitement lointain du dépôt en feu et les gémissements terrifiés du shérif Eakin. Clara abaissa lentement son revolver. Elle regarda le sang qui s'accumulait sur le tapis persane, s'attendant à ressentir de l'horreur ou du regret. Au lieu de cela, elle sentit un poids énorme et suffocant se soulever de sa poitrine. Peter était vengé. Les hommes qui avaient terrorisé Oak Haven étaient brisés. Jedediah s'avança, posant une main lourde sur son épaule. La chaleur de son contact la ramena au présent. Il baissa les yeux sur Eakin. « J'ai fait une promesse à ma femme, dit Jedediah au shérif recroquevillé. Je lui ai dit que je tuerais les hommes responsables de sa souffrance. » Eakin ferma les yeux, se préparant à la balle. Mais, poursuivit Jedediah, rengainant son arme de poing et sortant une lourde paire de menottes en fer de sa ceinture, « Je suis aussi un marshal fédéral, et vous pendre dans une salle d'audience à Helena fera bien plus de dégâts aux hommes qui vous ont soutenu que de vous laisser morts sur ce sol. » Jedediah releva Eakin, lui serrant brutalement les menottes autour des poignets. « Vous allez chevaucher avec nous jusqu'à la capitale territoriale, et vous allez tout dire au gouverneur. » Alors qu'il sortait Eakin de la banque et dans l'air froid de la nuit, les habitants de la ville avaient commencé à se rassembler, attirés loin du feu par les coups de feu. Ils regardèrent en silence, stupéfaits. L'homme des montagnes et la femme de ménage traînaient l'homme le plus puissant de la ville dans la boue, enchaîné. L'adjoint Clinton sortit de la foule, sa main planant au-dessus de son arme. « Laissez-le partir, Rollins. » Jedediah ne s'arrêta pas. Il regarda directement Clinton, ses yeux gris ardoise promettant une destruction absolue. Le maire Caldwell est mort. Eakin est en état d'arrestation fédérale. Si un homme dans cette ville souhaite s'y opposer, dégainez votre arme maintenant. Personne ne bougea. Clinton recula lentement, levant les mains. Jedediah se tourna vers Clara, lui offrant les rênes de sa jument. « Êtes-vous prête à rentrer à la maison, Madame Rollins? » Clara regarda la ville qui avait essayé de la briser, puis les sommets imposants et déchiquetés des Bitterroots qui étaient maintenant illuminés par le soleil levant. Elle toucha l'anneau en os à sa main gauche. « Oui, Madame. A-t-elle, emmenez-moi à la montagne. » Les archives territoriales du Montana indiquent qu'au printemps de 1884, une enquête fédérale massive a démantelé un syndicat corrompu opérant à Oak Haven. Le shérif Wyatt Eakin a été pendu à Helena pour détournement de fonds et pour le meurtre de Peter Higgins. La compagnie de chemin de fer Pacific Northwestern a discrètement abandonné ses plans de tracé à travers les Bitterroots, laissant les hautes vallées intactes. Quant à Jedediah et Clara Rollins, ils se sont fondus dans la mythologie de la frontière. Ils ne sont jamais retournés à Oak Haven. La légende locale prétend que l'homme des montagnes et sa femme ont construit un ranch vaste et prospère dans une vallée cachée appelée les Pen Murmurum, élevant des chevaux, des enfants et un héritage de justice frontalière inflexible. On dit que si vous montez assez haut dans les sommets enneigés, vous pouvez encore trouver les descendants d'un homme de loi fédéral et d'une veuve qui ont conclu un marché dans l'ombre, un marché scellé par le sang, la neige et une unique et glaçante question qui a changé l'Ouest pour toujours.